Une conférence internationale sur le redressement de l'Ukraine s'est tenue les 21 et 22 juin à Londres, sous les auspices des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Les principaux objectifs annoncés de ce sommet étaient de mener des réformes structurelles dans l'économie du pays à partir de maintenant et après la fin des combats contre l'armée russe, dans le but d'attirer le maximum d'investissements étrangers dans l'économie ukrainienne. Paradoxalement, l'ordre du jour comprenait également l'égalité des sexes, les énergies vertes et d'autres questions urgentes. Beaucoup d'analystes considèrent les conférences sur la reconstruction de l'Ukraine ou de n'importe quel autre pays comme une division des sphères d'influence dans ce pays entre les puissances étrangères, principalement états-uniennes et européennes. Un autre aspect de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine est l'interception de l'influence politique sur le pays, qui est devenu un instrument de pression sur la Russie. Alors que en Allemagne et surtout en France, des appels prudents ont été lancés en faveur d'une désescalade et d'un gel temporaire du conflit, naturellement dans l'attente d'une certaine forme de succès pour Kiev sur une vague de victoires. Londres et Varsovie ont parié sur une escalade du conflit. En effet, il apparaît que la conférence de Londres a pour but d'affirmer le rôle prépondérant du Royaume-Uni dans la gestion de la situation de l'Ukraine. Cependant, d'autres acteurs européens sont également intéressés par le maintien et l'expansion de leur influence. Ils participent donc activement à la conférence et sont contraints de rivaliser avec la rhétorique pro-ukrainienne. Pour Kiev, la participation massive des pays occidentaux est une preuve de soutien de l'Occident. Toutefois, ce soutien n'est pas gratuit et prend surtout la forme de prêts. Par exemple, le Royaume-Uni a annoncé une aide qui ne comprend que 240 millions de livres, soit 305 millions de dollars d'aide économique directe et 3 milliards de dollars de garantie de prêts de la Banque mondiale. L'Union européenne a présenté un programme ambitieux de 50 milliards d'euros, environ 55 milliards de dollars, pour la période 2024-2027. Quelques 17 milliards d'euros seront accordés sous forme de subventions et le reste sous forme de prêts. Les États-Unis ont annoncé une aide économique supplémentaire de 1,3 milliard de dollars. Il convient de garder à l'esprit que tout l'argent, s'il est effectivement alloué, ira à des entreprises occidentales si elles acceptent de participer à la reconstruction de l'Ukraine. Les prêts sont destinés à stimuler la participation des capitaux occidentaux à ce processus. Ainsi, que peuvent attendre les Ukrainiens de cette conférence, comme de toutes les autres d'ailleurs, qui se sont tenues dans d'autres pays en vue de la reconstruction de leur pays? En quoi cette conférence diffère-t-elle de celle tenue en vue de la reconstruction d'autres pays comme l'Irak et la Libye, à titre d'exemple? Réponse dans quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité. Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi et pour nous. Cette conférence de Londres n'est pas la première du genre. Et début juillet 2022, le premier événement sur la restauration de l'Ukraine s'est tenu à Lugano en Suisse. En octobre 2022, une conférence similaire s'est tenue à Berlin et l'Italie a organisé son propre forum à la fin du mois d'avril. Donc, ma question, en quoi cette conférence de Londres diffère-t-elle des précédentes et peut-on dire que la reconstruction de l'Ukraine est en bonne voie et entre de bonnes mains? Alors déjà, ce que tu nous indiques, je vais dire en rappelant toutes ces dates, c'est qu'en réalité, dans le flux d'informations de tout type auquel accèdent les citoyens occidentaux, il n'y a que l'Ukraine, avec deux choses. L'Ukraine est victime de la Russie et nous allons reconstruire l'Ukraine dès qu'elle aura gagné la guerre.
et d'ailleurs nous ferons payer les Russes. Et donc, il faut souligner deux choses. C'est que cette politique, entre guillemets, d'investissement massif, elle est liée d'une part au fait que l'Ukraine est un pays qui est riche. Il y a beaucoup de ressources minières en Ukraine, énormément, comme on a vu depuis le début du conflit. Il y a également un potentiel en termes d'industrie qui est fort. C'est un pays qui est placé sur une zone de transfert avec les gazoducs, oléoducs, etc., qui est Absolument. crucial pour l'Europe. Donc déjà, c'est un pays qui est riche et qui a une grande valeur, mais c'est également un pays qui est officiellement victime d'un autre pays encore plus riche et dont les Occidentaux ont confisqué énormément d'argent. Donc, en fait, quand tu insistes sur le fait que tout ça sera fait à crédit, en fait, c'est même pire que ça, c'est on rasera gratis. Pas besoin de négocier tellement avec les sociétés occidentales qui vont participer à cette reconduction, puisque comme ce sera intégralement prélevé sur l'argent russe et hypothétiquement même, on On y demandera reviendra beaucoup dans la plus. prochaine question. Ouais. Et donc, pour répondre exactement à ta question, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu de près par rapport à l'Irak. Puisque moi, à l'époque, j'étais directeur général, enfin la direction générale du Stade de France, et je bossais avec pas mal d'architectes, de gens qui participaient à des projets de construction de stades dans le monde entier. Et j'étais très surpris de voir le nombre de projets de reconstruction de stades en Irak, puisque ça me paraissait pas prioritaire. Et les reconstructions de stades, ça avait été donné essentiellement à des cabinets d'architectes et à des boîtes françaises. Et en fait, ils construisaient des stades qui étaient détruits par des terroristes ou par des mouvements, et ils reconstruisaient et reconstruisaient. Mais c'était toujours payé rubis sur l'ongle. Parce qu'en fait, quelle est la caractéristique de l'Irak? C'est que le pétrole, il coule à flot, que le pétrole était contrôlé par les Occidentaux, et qu'en fait, dans le partage, le dépeçage, entre guillemets, de l'économie de ces pays, en fait, on pouvait payer ad vitam aeternam des gros cabinets d'architectes qui trouvaient là une manne de revenus invraisemblables, alors qu'on était dans un pays dans lequel on construisait d'immenses stades, dans lequel évidemment il n'y avait plus d'équipes de football professionnelles pour donner envie à autant de personnes d'assister à des matchs de foot. Puis c'était peut-être la dernière préoccupation des gens quand il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus d'université, il n'y avait plus de choses comme ça. En fait, ce qu'ils appellent la réparation d'un pays, c'est de finir en réalité de dépecer ce qui n'a pas été dépecé par la guerre. C'est-à-dire D'accord. que toutes les communications et les industries de communication, télé, etc., vont être pris en main. Toutes les industries importantes vont être prises en main. Tout ce qui va être l'agriculture, les champs, etc., parce qu'en fait, les constitutions sont changées en fonction de ça. Après 2014 jusqu'à 2014, les entreprises et les étrangers ne pouvaient pas acheter des terres. Et petit à petit, en fait, la constitution ukrainienne a D'accord. fait que maintenant, l'essentiel des terres là-bas sont contrôlées. Et donc, OK. en fait, ce n'est pas la réparation de l'Ukraine, c'est la répartition du potentiel futur de l'Ukraine entre les mains des gens qui, en réalité, ont souhaité cette guerre, ont déclenché cette guerre. Parce qu'en fait, les guerres sont d'extraordinaires moyens d'enrichir les promoteurs de ces guerres. D'accord. Avant, on Alors, fabriquait des armes pour se défendre face aux guerres. Maintenant, on fabrique des guerres pour utiliser les armes. Il faut vraiment voir ce changement de logique. d'accord. Alors, passons maintenant aux détails. Je vous remercie pour cette première réponse. Et donc, allons-y maintenant un peu en profondeur. Alors, d'un point de vue politique et de par l'histoire, il est tout à fait légitime, je pense, pour n'importe qui, pour nos auditeurs, pour nous, de penser que chaque parti tente d'imposer son agenda et ses préférences à Kiev et ses partenaires sous prétexte de la reconstruction, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure à juste titre. Alors, d'autant plus que l'Ukraine dispose justement de suffisamment de ressources technologiques et de ressources naturelles qui pourraient intéresser les acteurs étrangers. Alors, ma question est un peu directe. Alors, profitons de la dépendance totale de Kiev à l'égard des armes occidentales et de la réticence des autorités ukrainiennes à s'engager dans des pourparlers de paix avec leurs homologues russes.
les pays occidentaux ne sont-ils pas en train de profiter de leur position de force pour faire chanter les autorités de Kiev en vue d'un partage des ressources du pays? Alors, euh, la position de force, elle existe véritablement après Médane et tout le cycle de Médane. On voit que c'est quand même un pays qui est largement mis sous perfusion occidentale. Euh, il faut quand même savoir que c'est un pays qui est riche pour plein de raisons. D'abord, il gagnait beaucoup d'argent de la Russie pour le transfert du gaz vers l'Europe, jusqu'à ce qu'il y ait Nord Stream qui finalement a été détruit, énormément de ressources industrielles, etc. Et pourtant, c'était le pays dans lequel le revenu moyen des habitants était le plus bas. C'est-à-dire, il faut imaginer, c'était 200 euros pour un cadre supérieur en Ukraine, c'est 4 ou 5 fois moins que les revenus en Russie, alors que les deux pays sont partis du même point, même peut-être l'Ukraine était un peu avantagée compte tenu du fait qu'elle avait un pied vers l'Union européenne, ce qui était moins le cas de la Russie, au moment de 91. Donc l'Ukraine est un pays qui, depuis le début, a été finalement une plaque tournante de beaucoup de corruption, de beaucoup d'intérêts, entre guillemets. On a vu toutes les phrases de la famille Biden qui ont été mises en lumière. Alors, je ne m'écarte pas du sujet. Ce que je veux dire, Oui, oui, c'est oui. qu'en réalité, l'Ukraine est un pays qui, dans la presse mondiale, jusqu'à 2021, était présenté comme extrêmement corrompu. Et donc, ça permettait de maintenir très fortement les dirigeants ukrainiens dans la direction qui était souhaitée par l'Occident, qui était leur parrain. Et donc, un des points essentiels, c'était de rejoindre l'OTAN et donc d'acheter énormément d'équipements militaires de l'OTAN, d'être intégré dans l'OTAN et de faire un peu ce qu'ils voulaient avec quelques oligarques dans les médias, dans l'industrie, etc. Cette opération spéciale ayant commencé avec de la Russie, en fait, pour démilitariser, pour simplifier l'Ukraine, la stratégie a Pour évolué, démilitariser c'est-à-dire les régions du Donbass, celles, l'objectif de l'opération telle qu'annoncée par les autorités russes, ce n'était pas la démilitarisation de toute l'Ukraine, c'était de mais, pacifier quand même. C'était de ouais, pacifier l'Ukraine. mais démilitariser, c'est juste une précision. Oui, La région du Donbass qui a été oui, rattachée suite au référendum d'autodétermination. oui. L'essentiel, en fait, c'est surtout que Moscou ne voulait pas d'armes de l'OTAN qui s'installent en Ukraine et qui pourraient atteindre Absolument. Moscou très rapidement. Et donc, ça incluait. Et d'ailleurs, le plan de paix que Poutine a montré à la délégation africaine il y a quelques jours montrait qu'en fait c'était très détaillé en montrant le nombre de divisions, de régiments que l'Ukraine pourrait garder, le type d'armes qu'elle pourrait garder, etc. Mais c'était effectivement pas démilitarisé, mais il fallait qu'il y ait un accord sur le type de défense militaire que l'Ukraine pourrait conserver sur son territoire. Donc pour revenir, dès le début, il y a eu des sanctions et plusieurs centaines de milliards de dollars et d'euros ont été confisqués, gelés à la Russie. Donc de l'argent de l'État russe, mais également de l'argent de citoyens russes qui ont été mis sur les listes de sanctions. Et depuis le début, l'Occident essaie de trouver des moyens de confisquer cet argent. Et ces réunions, en fait, avec ce qui se passe également au niveau de la CPI, sont une manière de mettre dans la tête des gens que c'est totalement normal de prendre cet argent parce que la musique permanente, l'intitulé de la réunion, c'était comment est-ce que on va pouvoir réparer l'Ukraine et faire payer à la Russie. Et donc, intuitivement, les gens se disent, mais vous avez déjà confisqué l'argent des Russes, donc c'est génial. Et à cette réunion à Londres, il y avait plus de 1000 participants d'États, d'ONG, de grandes entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une manne de charognards, entre guillemets, qui vont sur l'Ukraine pour s'y intéresser. Et il y a une grande société américaine, un hedge fund américain, qui s'appelle BlackRock, dont le patron est en lien très très régulier avec Zelensky et avec les autres pays pour organiser, entre guillemets, ce financement
pas ce financement d'ailleurs, la mise en place d'une panoplie d'entreprises occidentales Mhm. pour reconstruire. Et donc, ils insistent beaucoup, évidemment, sur la reconstruction du réseau électrique, etc. Et toutes ces choses-là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils veulent commencer dès maintenant. Parce que euh, le Fonds monétaire international dit que l'Ukraine a un besoin vital d'avoir 14 milliards. Donc, en fait, ils parlent de reconstruction, ce qui devrait démarrer une fois qu'une paix a été négociée. Mais les besoins de l'Ukraine au quotidien sont tels que s'ils n'ont pas cet argent qui est censé servir à la reconstruction, ils ne peuvent plus payer leurs fonctionnaires, ils ne peuvent plus payer leurs soldats, etc. Et donc, on maquille sous le côté reconstruction le fait en fait de financer l'appareil militaire et le régime de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Et l'image de la reconstruction, c'est juste une manière de dire on n'est pas si acteur que ça de la guerre. Or, on sait bien que l'intégralité des budgets, c'est pour des armes, c'est pour D'accord, payer les salaires des soldats, c'est pour payer les salaires des fonctionnaires, c'est pour réparer en fait les choses indispensables pour l'armée, comme des routes, des ponts, toute la chaîne logistique, pour faire durer au plus long la guerre et pas pour commencer la d'accord, reconstruction. Ce n'est pas l'intention. d'accord. Alors, la troisième question, l'état de droit, la lutte contre la corruption, la promotion des réformes ont été déclarées priorités clés lors de la conférence de Londres. Néanmoins, en raison de ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, on pourrait bien traduire ces paroles du langage de la démagogie libérale au langage de la réelle politique, entre guillemets, parce que la réelle politique aussi, quand elle respecte certains principes moraux, c'est toujours la bienvenue, mais par renforcer la gouvernance externe et redistribuer les biens des propriétaires ukrainiens corrompus, euh, c'est une chose de notoriété publique, à des propriétaires étrangers. Alors, n'est-ce pas ça la signification du programme de patronage des investisseurs étrangers sur les différentes régions du pays présentées précédemment par Vladimir Zelensky? Et dans ce cas, en quoi le cas de l'Ukraine diffère-t-il des autres pays européens de l'Est? Nous n'avons pas vu Alors, de pays européens de l'Est de décoller, devenir une grande puissance économique, alors que nous sommes presque à 32 ans du démembrement de l'Union soviétique. alors, juste avant, je vais revenir un peu en arrière. Je vais prendre deux exemples. J'avais évoqué tout à l'heure la reconstruction d'Irak, mais la Libye. Donc, on a voulu apporter la démocratie, soi-disant, en Libye. Et malheureusement, d'ailleurs, les Chinois et les Russes, avec Medvedev, s'étaient abstenus de voter contre le pouvoir qui était donné par l'ONU à un certain nombre de pays d'agir. Mais la Libye a été détruite, c'est la guerre civile, et c'est aujourd'hui une vraie porte ouverte et des vrais flux de migration vers l'Europe qui ont des conséquences. Mais surtout, la Libye continue à produire beaucoup de pétrole, mais cette fois, il ne profite plus aux citoyens. Et un des pays qui s'était opposé à ça, mais qui n'avait pas de veto, c'était l'Italie. À l'époque, c'était Berlusconi, et qui, dans la foulée, avait sauté. Parce qu'en fait, l'Italie était très présente en Libye parce que c'était une de ses autres colonies. Et l'Italie savait que dans la reconstruction, entre guillemets, de la Libye, il n'aurait qu'une toute petite part par rapport aux Français et aux Anglais et aux Américains qui avaient fait la guerre, entre guillemets, et qui avaient détruit la Libye. En Syrie, aujourd'hui, deux tiers de la production de pétrole est captée par les Américains qui continuent à contrôler Absolument. la région de Deir el-Zor alors qu'ils ne sont pas bienvenus. Et je vous rappelle que cette région, la Syrie, a connu un très grave tremblement de terre. Et ça se passait dans une époque froide de l'année, puisque c'était encore vers la fin de l'hiver. Et il n'y a pas eu d'aide très significative pour aider la Syrie, alors que son pétrole est pillé. Donc on voit bien que la présence et la manière de se redistribuer les richesses
ne sert pas à reconstruire ou à aider les peuples quand ils en ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu dis sur qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Est, alors on voit quand même que des pays comme la Pologne ou d'autres pays qui ont rejoint l'Union européenne ont eu quand même un certain nombre de progrès. Et d'ailleurs, maintenant, les migrants de ces pays-là et qui s'étaient installés en Europe de l'Ouest ont plutôt envie de revenir chez eux parce qu'ils voient qu'il y a un avenir. Mais en réalité, l'avenir, il était extrêmement lié à cette proximité avec finalement plus proche de la Chine et de la Russie, donc cette espèce de bloc commercial, économique extraordinairement puissant, les nouvelles routes de la soie, etc. Et c'était un potentiel fort. Le redressement de l'Allemagne, il était lié au gaz pas cher que l'Allemagne achetait à la Russie. Et que Mhm. maintenant, on voit que l'Allemagne est en dégringolade économique, puisque l'Allemagne est en récession, alors que la Russie, qui était censée être détruite et à genoux, est en croissance de nouveau. Et même dans l'alimentaire, c'est le seul pays de la zone économique Europe au sens large à avoir une baisse des prix dans l'alimentaire, alors que partout ailleurs, c'est des augmentations à plus de 10%, et en particulier dans les États baltes, etc. Donc, ces pays, en fait, ne se sont pas redressés, comme l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont toujours été utilisés pour enrichir, entre guillemets, et j'utilise le mot entre guillemets, des Mhm. mafias occidentales, mais surtout affaiblir la Russie. C'est-à-dire que cette stratégie, en fait, depuis le début de l'Occident, d'aller jusqu'à l'Ukraine, et que les Russes avaient vu depuis le début, puisqu'en fait, ça fait 20 ans que les Russes disent on n'accepte pas que vous fassiez ça, mais on ne va pas déclencher la guerre quand ils ont avancé vers la Pologne, vers les États baltes, vers la Bulgarie, etc. Enfin, l'avancée de l'OTAN, alors que c'était contraire aux accords de la fin des années 80, début des années 90. Mais l'Ukraine a toujours été la cible. Et on voyait bien quand Madeleine Albright vient au moment de Médane et qu'elle est très fière de l'extraordinaire investissement qui a été fait pour obtenir, entre guillemets, un changement de régime, puisque Yanukovych, qui était plutôt proche, plutôt russophile, puisqu'il avait été élu par Mhm. la moitié des Ukrainiens qui étaient russophones et russophiles, se fait renverser dans un coup d'État, hein, puisque la constitution n'a pas été totalement respectée par rapport aux règles ukrainiennes. Le pouvoir est pris en main par des gens qui sont plus proches de l'Occident, et on a vu la dérive jusqu'à l'élection de Zelensky, qui fait croire, entre guillemets, qu'il va accompagner la paix, alors qu'aucun avant a autant accompagné, et on voit c'est vraiment un chef de guerre. Et d'ailleurs, il est habillé au quotidien comme un militaire. C'est totalement symbolique, alors que c'était quelqu'un qui disait élisez-moi et je vais faire la paix, je vais réunir tout le monde et je vais avoir le respect, entre guillemets, de tous les citoyens de D'accord. l'Ukraine et de l'intérêt primordial de l'Ukraine. Donc ces pays, en fait, ne peuvent pas sortir de la crise parce que rien n'est fait de façon patriotique dans leur intérêt. Donc, par exemple, pour augmenter le niveau de vie des citoyens, parce qu'il y a des régions d'Ukraine dans lesquelles le niveau de vie des citoyens est de très très loin le plus bas d'Europe, Mais c'était même les autres d'enrichir pays de et l'Europe de d'affaiblir. l'Est, même les autres pays de l'Europe de l'Est, la Oui, Pologne, c'est vrai, Roumanie, il y a eu Moldavie. un certain développement, c'est vrai, mais comparativement aussi au potentiel dont dispose la Pologne, on est loin, loin du compte. Il y a une très Mais bonne parce que formation. Allez-y, la allez-y. Pologne dépense une partie extraordinairement significative de son argent en budget militaire. C'est-à-dire que là où un pays qui n'est pas dans une envie guerrière et sans cesse d'en découdre avec la Russie, puisque c'est cette espèce de psychologie qu'il y a toujours en Pologne, ils ont des budgets, ils achètent des F-16 américains à pas savoir qu'en faire, ils achètent des armements, ils acceptent d'avoir des bases militaires, etc. La Pologne, si elle utilisait l'argent qu'elle dépense pour l'armement dans ses universités, dans ses installations médicales, dans sa recherche, etc., effectivement, c'est un pays qui aurait une croissance très forte. Et ils dépensent 3 ou 4 fois plus pour leur budget militaire, les Polonais,
que tous les autres pays de l'Union européenne. Mais cet argent, il n'est pas utilisé dans la culture, il n'est pas utilisé dans les choses D'accord, qui élèvent les peuples. d'accord. D'accord. Alors, une dernière question pour cette première partie de l'entretien. Le Royaume-Uni a manifesté à la veille de la conférence son intention de modifier sa propre législation concernant les sanctions anti-russes en les liant au paiement, comme vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, par Moscou de compensation à Kiev. Donc, en outre, à Londres et à Washington, des experts de groupes de réflexion atlantistes ont laissé entendre que les entreprises privées occidentales n'investiraient pas dans la reconstruction de l'Ukraine si cette reconstruction n'était pas payée par les réserves d'or et de devises russes gelées. Et bien entendu, les paiements doivent aller à ces mêmes entreprises occidentales. Alors, ma question, pour finir cette première partie, in fine, reconstruire l'Ukraine ne signifie-t-il pas, en termes économiques, voler les actifs russes au profit de l'Occident, même pas au profit de l'Ukraine? Et n'est-ce pas juste une façon de contourner le risque que la saisie de tant d'argent russe, environ 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale et 58 milliards de dollars détenus par des particuliers, n'ébranle durablement la confiance dans le système financier occidental? Bah, déjà, ils évaluent à 410 milliards ou 411 milliards, enfin, je ne sais pas comment ils trouvent ce chiffre, les frais de reconstruction. Donc, est-ce que ça inclut le Donbass? Parce qu'aujourd'hui, dans le Donbass, les Russes, sans demander à personne, ils reconstruisent les immeubles, ils reconstruisent les canaux, De toute façon, ça ne l'électricité, fera pas les partie de hôpitaux. la reconstruction de Non, mais, l'Ukraine. non, mais comme l'Ukraine prétend que c'est tous ces territoires qu'elle veut reprendre et donc reconstruire, on voit déjà une première contradiction, puisque comme tu dis, ça n'en fera pas partie. Et de toute façon, les Russes sont déjà très actifs pour reconstruire cette région et ne demandent de l'aide à personne pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, et c'est véritablement cynique de dire, nous, on a besoin d'être payés directement pour les travaux, donc on ne peut pas être payé sur les revenus futurs de l'Ukraine. Et donc, pour être payé directement, il faut prendre l'argent là où il est. C'est l'argent qui a été confisqué. Souvent, quand tu investis comme une entreprise capitaliste, tu prends un risque capitaliste, donc tu construis une usine, tu construis des chaînes de montage automobile, et tu sais que sur 30 ans, eh ben, tu as une banque qui va te faire un prêt, et sur 30 ans, tu vas avoir une marge supérieure au taux d'intérêt du prêt, et donc tu vas pouvoir rembourser ton prêt et gagner de l'argent. Mais là, on a des entreprises qui vont prendre le contrôle de l'Ukraine, parce que ces immeubles qui vont être construits, ils vont pas être offerts aux Ukrainiens, ils vont être loués aux Ukrainiens sur leur travail. Et les revenus iront quand même à ces entreprises occidentales. Donc non seulement elles vont se faire payer la construction des immeubles, mais ensuite, pour ad vitam aeternam, en fait, les Ukrainiens vont continuer à payer avec leur travail, avec leur sueur, avec leurs ressources, pour pouvoir utiliser ces choses qui auront été construites avec l'argent des Russes. Donc en fait, il y aura eu un double paiement. Le paiement de Les Russes, l'actif à mettre en œuvre et ensuite le paiement du service qui sera réalisé comme dans un espèce de partenariat public-privé. Donc, vous nous l'avez payé, mais va vous faire payer parce que ces immeubles, il faudra les entretenir, il faudra avoir des concierges, il faudra. Et donc, pour ça, vous allez payer des loyers. Et donc, on voit qu'en fait, c'est une machine à fabriquer de l'argent, l'Ukraine. C'est-à-dire, grâce à la Russie, pas de problème de capital. La Russie paye, puisqu'en fait, on lui a déjà confisqué l'argent pour payer. Et ensuite, c'est le double effet, c'est-à-dire l'industrie sera contrôlée et les fruits de ça vont être contrôlés. Et ce qui est terrible, c'est que malheureusement, en Ukraine, il n'y a plus d'opposition politique, puisque les partis d'opposition, entre guillemets, ont été supprimés. D'ailleurs, certains leaders politiques, assez vite, au début de l'opération spéciale, ont été enfermés. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que les médias sont tous complètement contrôlés. Donc, on voit qu'on est dans un système dans lequel il n'y a plus qu'une seule voix qui s'exprime, mais surtout, on ne va pas écouter ce que veulent les Ukrainiens. Et on voit au fur et à mesure où il y a eu l'avancée de l'armée russe avec les militaires du Donbass, eh ben, les personnes en fait des territoires qui ont été repris s'exprimaient tous en disant
Enfin, on avait vraiment vu ça dans la région de Mariupol et on le voit à chaque fois. Et les gens sont contents, en fait, ils sont soulagés parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'il va y avoir enfin de l'apaisement et peut-être un futur plus joyeux, même si tout le monde n'est pas dupe, hein, ça va être très dur parce que c'est une reconstruction pour la Russie aussi qui est extrêmement coûteuse. Mais moi, j'ai vu les images de Mariupol où il y a, je crois, plus de 10 000 ouvriers russes, enfin des tas d'entreprises qui construisent, mais à la chinoise, entre guillemets, en termes de vitesse, des quartiers entiers. Et mais pas Mhm. que des quartiers d'immeubles. Ils reconstruisent les écoles, ils reconstruisent les hôpitaux, ils reconstruisent les infrastructures. Enfin, il y a des projets. C'est-à-dire, c'est pas de faire des réunions internationales en disant donnez-nous de l'argent. Ouais, ouais. C'est on avance et on montre ce qu'on est en train de faire parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre. L'hiver prochain, il va arriver. S'il n'y a pas des nouvelles maisons qui sont construites avec des radiateurs pour loger les gens, mais ça va être une catastrophe. Tous les hivers ne vont pas être aussi cléments que celui-là. Et on voit bien que les Russes sont à l'œuvre pour montrer que leur intérêt primordial dans la conduite de l'opération militaire, c'était de ne pas tuer trop de monde. Et on sait bien qu'il y a un débat sur la manière avec laquelle elle est menée, mais Vladimir Poutine l'a dit dès le début. L'Ukraine, c'est un pays frère. Mhm. Donc il est hors de question de D'accord, détruire l'Ukraine et de tuer les Ukrainiens. d'accord, Au contraire, c'est de leur donner cet espoir d'un niveau de vie équivalent à celui des Russes. d'accord. Donc, pour terminer un peu et avant de passer à autre chose, j'aimerais quand même qu'on complète un peu le tableau. Alors, l'aspect politique de l'appropriation des actifs russes par les gouvernements et les entreprises occidentaux sous le prétexte de reconstruction de l'Ukraine est également crucial à comprendre dans les changements qui sont en train de s'opérer actuellement dans le monde. Alors, Londres rend ainsi le régime de sanctions contre Moscou pratiquement perpétuel. Et l'Union européenne a déjà déclaré qu'elle ne disposait pas de mécanismes juridiques pour saisir les avoirs russes. Toutefois, lors de cette conférence à Londres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne préparait un cadre juridique permettant d'utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire l'Ukraine, suivant ainsi la voie tracée par les Britanniques. Ainsi, ma question, étant donné qu'un accord de paix ne garantirait pas la levée des sanctions, d'autant plus s'il n'y a pas de possibilité, même virtuelle, de récupérer ces réserves d'or et de devises. Les Occidentaux ne cherchent-ils pas à démotiver les dirigeants russes à mettre fin au conflit? Et pire encore, les promesses de soutien, les compensations russes et le transfert des avoirs russes gelés n'inciteront-ils pas Kiev à résister encore activement et continuer dans la voie de la guerre, dans la ligne donc tracée par la politique étrangère de Londres? Alors, il y a deux choses. Petit un, ce qu'on n'avait pas rappelé tout à l'heure, c'est qu'il est constitutionnellement interdit aux Normalement. Ukrainiens de négocier la paix tant qu'ils n'ont pas récupéré les territoires qu'ils revendiquent. C'est-à-dire, c'est un préalable constitutionnel à la discussion d'une paix. Donc, ils se sont mis, entre guillemets, dans une situation où ils ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent qu'avancer dans cette direction. Donc, à moins que la constitution change, mais comme il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de, ça risque pas d'arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vu la manière avec laquelle économiquement et sur tous les plans les choses se passent, on ne voit pas en fait de perspective de dialogue de paix approcher. Donc il y a eu la tentative de Bennett au tout début en mars. Ensuite, il y a eu la tentative qui a failli échouer. Donc le Bennett, un ancien premier ministre israélien, la tentative qui a failli réussir, mais qui a échoué au dernier moment avec les Turcs, donc puisque les documents avaient été signés, paraphés, et donc les Russes s'étaient retirés de la zone de Kiev, de la zone de Kharkov, conformément aux accords. Et malheureusement, il y a eu l'épisode de Boutcha, enfin malheureusement, qui était manifestement téléguidé, pour complètement détruire tout effort de paix.
et diaboliser encore plus la Russie. Donc aujourd'hui, les Russes disent, de toute façon, ils ne respectent pas les contrats. Ils n'ont pas respecté les contrats quand la Russie a accepté qu'il y ait une réunification de l'Allemagne, mais qu'il n'y ait pas d'avancée des militaires de l'Ouest vers l'Est et de l'OTAN. Ben là, il va y avoir, la Finlande va rejoindre l'OTAN, alors que la Finlande, c'est un pays frontalier de la Russie. Donc la Suède a prévu de rejoindre. Les États baltes sont déjà liés complètement aux États-Unis et à De l'OTAN. facto, ils sont déjà dans l'OTAN parce que ces pays ont reçu plusieurs fois des manœuvres Des équipements militaires. militaires et des manœuvres Exactement. même de La l'OTAN. Lettonie, pour donner cet exemple, elle donne 1,5% de son PNB, de son PIB, pardon, à l'Ukraine. C'est-à-dire que bah, c'est considérable. Pour donner une idée, 1,5% dans un pays comme la France, c'est 2 fois le budget de la défense. C'est, enfin, on ne sait pas où trouver ce type de 1,5% dans le budget d'un État, surtout avec les problèmes d'inflation, de dette, etc. Et donc, tous les pays en question font cet effort dans une période qui est euh, vraiment terrible. Mais il y a quelque chose qui est complètement fou. En droit, c'est très difficile de prendre des décisions rétroactives parce qu'il y a quelque chose qui est malsain à la rétroactivité du droit. Parce qu'on a fait quelque chose qui était légal un jour, et si la loi change un autre jour, et on déclare que ce que vous aviez fait légalement il y a un an n'est plus légal, c'est un côté terrible, donc ça n'arrive pas. Et bien là, en fait, l'argent des Russes a été confisqué à une certaine date, et ils prennent le temps de trouver une loi qui va justifier de voler cet argent. Mais vous imaginez en termes de droit international, d'image que ça donne aux autres pays du monde, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que cet argent qui a été gagné légalement par la Russie, ils ont vendu du gaz, ils ont vendu du pétrole, ils ont vendu du charbon, ils ont vendu des tas de choses, des minerais, etc. Et ils ont été payés avec de la monnaie électronique. Par ailleurs, ils ont fait confiance en déposant de l'or dans des systèmes en Suisse ou ailleurs, etc. Cet argent leur a été confisqué. Et même Pourtant, investi beaucoup de cet argent dans l'achat des obligations des États européens. exactement. Mais pourtant, cet argent, il était gagné légalement. Mhm. Et donc, en fait, de l'argent qui est légal, il va être traité comme ne l'est même pas de l'argent illégal. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que si c'était l'argent de mafia, de trafic d'enfants, de trafic de drogue, de trafic, on pourrait trouver des moyens légaux d'avoir confisqué et d'attendre la condamnation d'un juge et la réparation, ça. Mais là, c'était de l'argent qui était parfaitement légal, parfaitement connu, puisque c'était nous qui leur payions dans le cadre de contrats de l'argent. Et donc, pour tous les pays du monde, et on comprend bien ce qui est en train de se passer et pourquoi ils essayent de camoufler ça de la façon la plus humaine possible en disant cette pauvre Ukraine qui est victime. Et c'est vrai que le peuple ukrainien souffre, hein. C'est indéniable. Absolument, Les Ukrainiens absolument. souffrent, ils quittent leur pays, etc. Mais ce sont les victimes, les Ukrainiens. Et dont la presse occidentale ne parle pratiquement pas. La presse Exactement, ils sont occidentale oubliés. parle uniquement des opérations héroïques, et les Ukrainiens sont en train de se battre, de défendre, mais ils ne parlent pas de la souffrance du Mais pays t'imagines, même si, par exemple, de temps en temps, on se pose la question si la Russie va gagner ou va perdre, est-ce que l'Ukraine va gagner ou va perdre, la chose qui est la plus sûre, c'est que les Ukrainiens ont perdu. Ont perdu leur pays, ont perdu leur économie, ont perdu leur pouvoir d'achat et de vie digne. mais pendant l'hiver, c'était presque interdit de dire que les missiles russes avaient réussi à atteindre des centrales électriques et donc il n'y avait plus d'électricité partout, il n'y avait plus de chauffage partout, parce que ça sous-entendait que les systèmes de défense occidentaux qui avaient été mis en place ne fonctionnaient pas. Et donc il ne fallait pas montrer la souffrance du peuple ukrainien uniquement pour des objectifs militaires de dire les Russes sont nuls, ils ne savent pas du tout viser, à chaque fois qu'ils envoient des drones ou des missiles, on les détecte et on les arrête. Et donc, le peuple ukrainien a été complètement oublié.
Mais c'est ce que, quand on a les témoignages aujourd'hui et qui peuvent parler librement avec les Russes, on voit que c'est terrible. Et on note quand même, quand on compare, puisqu'on a un peu comparé ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé même en Yougoslavie, hein, Mhm. avec les bombardements de Belgrade, etc., les premières choses, ou à Bagdad, les premières choses qui sont visées immédiatement par les Occidentaux quand ils C'est font les guerre, infrastructures. c'est Ouais. les infrastructures. Les Russes, ils n'ont commencé à toucher les infrastructures qu'après le terrorisme d'État de Nord Stream, du pont de Kerch, et la tentative aussi euh, un peu spéciale de détruire le dôme du Kremlin avec des petits drones. Mhm. Donc les Russes, en fait, ne sont jamais dans ce type de démarche parce qu'ils montrent bien que c'est une opération spéciale avec des objectifs. Et dans le cadre de cette opération spéciale, ils n'étaient pas listés de toucher aux infrastructures d'un pays qui veulent, enfin, dont ils veulent pas du tout faire souffrir les habitants. Mais il faut vraiment le noter. Et l'Occident n'a pas voulu montrer la souffrance, alors qu'ils auraient pu exploiter cette souffrance. Dire, regardez, les Russes sont abominables. Ils ont abîmé les infrastructures ukrainiennes. Mais comme toute la stratégie est militaire et guerrière et de dire que l'Ukraine gagne, ils Mhm. ne pouvaient pas reconnaître que les vagues de missiles russes non seulement atteignaient uniquement des objectifs d'infrastructure, que quand il y avait des dégâts sur les civils, en général, c'était les missiles antiaériens qui rataient leur cible et qui échouaient un peu plus loin. Et on avait même vu en Pologne, puisque c'était des missiles de la défense ukrainienne, qui avaient tué 2 personnes en Pologne. Ça a Mhm. été reconnu, mais longtemps après. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la dénégation de tout. On est dans la dénégation que cet argent, les D'accord. Russes ont gagné honnêtement et maintenant on veut leur voler, et que le peuple ukrainien souffre, mais il faut le montrer souriant parce que, sous-entendu, il est bien protégé par l'Occident et il est bien protégé par le régime de Kiev, mais ce qui n'est pas la vérité. D'accord. Bien. Alors, pour conclure, une dernière question sur ce sujet-là. Dans l'ensemble, cette approche est soutenue par les États-Unis, comme l'a indirectement confirmé la participation justement du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la conférence de Londres. Et la veille, aux États-Unis, un groupe de membres du Congrès et des sénateurs a annoncé un projet de loi similaire au projet britannique sur la possibilité de transférer des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine, entre guillemets, et de geler leur retour en Russie jusqu'à ce qu'une compensation soit versée à la partie ukrainienne. Et le pôle Atlantique s'efforce de prolonger les combats en promettant à Kiev un soutien et de l'argent, donc volé à la Russie, pour dire les choses comme elles sont. Et en réalité, l'argent Et aux sera, Ukrainiens. et les Ukrainiens, oui, donc en réalité, l'argent sera absorbé par l'Occident lui-même. L'Ukraine aura de nouvelles dettes et des pertes militaires, et le reste de l'économie sera repris par des investisseurs occidentaux. Alors, la question pour conclure sur cette partie, cela ne ressemble-t-il pas à ce que nous avons constaté dans le cas de l'Irak, de la Libye, du Kosovo, même le Kosovo au cœur de l'Europe, attend toujours les aides au développement et d'autres pays. Et sur quelle base peut-on affirmer que le cas de l'Ukraine sera différent de ce pays, alors que le président Zelensky a mis déjà sur la table la vente de terres arables ukrainiennes? Mais je vais juste donner un exemple. Euh, et c'est une vidéo qui est vraiment facile à trouver sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des affaires de corruption qui sont en train de toucher le fils Biden avec une société qui s'appelle Burisma. Mais pas Mhm, que Biden, en fait, on remarque qu'il y a les enfants de beaucoup de dirigeants occidentaux, américains, mais pas que, qui sont liés à plein d'affaires en Ukraine. Enfin, le développement de l'éolien, le développement, etc. Et l'achat de terres. Et, et il y a le président Biden qui est pris, en fait, dans une conférence et qui explique à quel point il a réussi à mettre dans la balance une aide d'1 milliard de dollars contre le licenciement du procureur général qui était en train d'enquêter trop sur ces affaires-là. mhm. Donc on voit qu'on est dans un système bananier
avec un parrain du système qui est l'Occident depuis longtemps. Et donc, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la corruption, en fait, elle existait bien avant l'opération spéciale. Elle existe aujourd'hui. On a vu le scandale de FTX et qui est une affaire qui est en train de se dégonfler, entre guillemets, aux États-Unis. Mais pas parce qu'elle n'est pas pire que tout en termes de tuyauterie d'argent qui circule entre. C'était le deuxième plus gros donateur des démocrates, le patron de FTX, Sam Bankman-Fried. Il était juste derrière Soros pour financer la campagne de Biden. Et on a trouvé que c'était par l'intermédiaire de cette banque qu'une grande partie de l'aide américaine venait. Et comme c'était avec des systèmes de Bitcoin et de monnaie virtuelle, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur le côté lessiveuse. Et donc, lui, il est en grande sécurité parce qu'il doit avoir des tas de données et des tas d'informations qui montrent, entre guillemets, comment l'argent destiné à l'Ukraine, finalement, a peut-être servi à d'autres choses. Et petit à petit, en fait, la justice américaine oublie tous ces dossiers parce qu'en réalité, Et c'est un aujourd'hui, argent que les Ukrainiens doivent rembourser après, ils bien doivent le qu'ils rembourser, mais ils ne l'ont pas eu. ne l'ont pas eu. Voilà. C'est incroyable. Hmm. Il y a eu, il y a quelques jours, les États-Unis qui ont remarqué qu'ils avaient fait une erreur comptable. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendaient du matériel 2 fois plus cher que le prix neuf alors que c'était du matériel d'occasion. C'est ça l'explication. Et donc, c'était une erreur, ils s'étaient trompés. Et donc, ils avaient de nouveau 6 milliards d'argent disponibles. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué du faux argent en vendant trop cher des équipements obsolètes. Mais comme les Ukrainiens ne sont pas en position de négocier, et de toute façon, on voit les, les valises en dizaines ou en centaines de millions qu'on retrouve chez tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, d'un juge, En fait, tout le monde est assez corrompu, malheureusement. Et donc, ils peuvent faire tomber les gens comme ça. Mais on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a de la surfacturation. Mais la surfacturation permet de gagner de l'argent de côté qui, quelques mois après, va être redonné, puisque ces 6 milliards, là, d'un seul coup, ils sont de nouveau disponibles pour proposer d'autres armes, etc. Enfin, si on se rappelle quand même, au moment de la chute du 11 septembre, il y avait dans la tour 7 tous les documents d'un audit qui essayait de découvrir où étaient des centaines de milliards de dollars du Pentagone dont personne ne connaissait la destination et l'utilisation. Et compte tenu du 11 septembre, bah, tout le monde a oublié cette affaire. Et ils ont arrêté d'investiguer là-dessus. Et ça a été la cavalerie pour remettre de l'argent et pour faire des campagnes de guerre. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans un système occidental qui est complètement mafieux et il y a une D'accord. course en avant pour que ce ne soit pas dévoilé. D'accord. Bien. Alors, beaucoup de pays africains, Bertrand Scholler, euh, ont subi la même stratégie de création de conflits et de chantage par la dette une fois que la voie des armes s'est éteinte. À ce jour, beaucoup de pays sont sous l'emprise de la finance transnationale globalisée et leur bras armé, le FMI. Actuellement, en plus de la Libye, le Soudan est vraisemblablement aussi sur la même voie d'asservissement. Et la situation engendrée par l'opération spéciale russe en Ukraine, à votre avis, peut-elle servir de levier pour les pays africains afin de sortir de la domination néolibérale occidentale qui, actuellement, est complètement démasquée, notamment en instaurant des monnaies nationales gagées sur les ressources des pays? Alors, il y a un livre qui était paru, j'ai un trou de mémoire sur l'auteur, mais ça s'appelait Assassinat économique. Et c'était un jeune C'est John consultant, Perkins. voilà, C'est de pas... John Perkins, Ouais. qui avait commencé sa carrière en fait pour le FMI, en fait les organisations internationales. Et tu vas voir où je veux en venir. En fait, ces organisations, c'est un peu comme pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elles proposent des crédits qui ne vont pouvoir être utilisés qu'en utilisant des organisations et des sociétés occidentales parce qu'il y a des problèmes de normes, il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de... Enfin, tu vois, tous les systèmes d'appel d'offres sont créés pour que seules les grosses boîtes occidentales puissent les gagner. Et donc, il y aura des dettes, il y aura l'accaparation des ports, des infrastructures ferroviaires, des opérateurs télécoms, de toutes ces choses-là.
Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des Mais, grands mais, pays mais, mais africains, en plus de mais ça, ouais, c'est le risque justement de confiscation même des avoirs. exactement. S'ils ont fait ça pour la Russie qui est une puissance nucléaire, je ne pense pas qu'ils vont se gêner pour n'importe quel autre pays du Sud. Exactement. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quand, par exemple, le Mali, il y a un changement de gouvernement au Mali, eh ben, il y a deux choses, c'est interdiction de nationaliser les télés. Donc même ce gouvernement, en fait, il a toujours des télés qui sont des télés d'opposition, des télés internationales. On dit ça, c'est la ligne rouge. Tu peux pas, c'est la liberté de la presse. Donc c'est comme le wokisme, c'est comme ces choses-là, c'est des lignes rouges. C'est-à-dire, on te laisse faire ton petit bordel, de toute façon, on te liquidera quand on en aura marre. Mais sur le chemin, tu n'as pas le droit de reprendre le contrôle des médias. Tu n'as pas le droit des grands médias, je veux dire. Donc vous Oui, êtes installé à Bamako et vous êtes actif, mais il y a encore, dans un pays comme le Mali, l'essentiel des médias qui sont contrôlés, entre guillemets, par les puissances de l'argent. Et donc, les pays, en fait, non seulement ils n'ont pas souvent le contrôle de la monnaie, puisqu'en fait, on a le franc CFA qui est largement installé dans les pays d'Afrique noire. Il y a les échanges se passent essentiellement dans le monde en dollars. C'est plus de 80% des monnaies d'échange. Donc, le yuan, qui est une alternative qui commence à se développer, ça représente que 3 ou 4%. Et absolument. donc, pour l'instant, en fait, quand on est un pays qui continue à être dépendant des échanges internationaux, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les pays africains quand le FMI est arrivé? Il a dit, vous arrêtez la polyculture, vous arrêtez tout ça, vous allez vous spécialiser dans les avocats et les haricots, vous allez vous spécialiser dans les papayes et les goyaves, vous allez faire des ananas et des machins. Ce qui fait qu'en fait, évidemment, on ne peut pas nourrir un pays entier en produisant ça. On est obligé de le vendre et d'acheter à un voisin ou à un autre pays, dans une monnaie qui s'appelle le dollar ou autre, les choses dont on a un besoin absolu pour vivre. Et donc, en fait, on crée l'esclavage des pays en leur disant, vous allez devenir riche parce que vous avez un climat qui est favorable à cette agriculture, à cette organisation, à cette économie, à l'élevage de tel type de crevettes ou de tel type de machin. Mais alors que les pays, ils auraient pu, enfin, quand on vit en Afrique, on sait que la nature, elle peut tout donner. Tout est possible, on peut. Mais en faisant de la monoculture, en fait, on devient l'esclave d'un système. Et s'il y a plein de pays qui se mettent à faire du café, le cours du café, il ne monte pas. Le cours du chocolat, de toutes ces choses-là, en fait, il est entièrement maîtrisé par les grandes sociétés et leur capacité à rendre en permanence esclaves ces pays. Et le problème des pays en question, c'est que dans les universités, dans les écoles, dans tous ces endroits-là, forcément, comme c'est contrôlé et les cours, parce que celui qui contrôle les médias et celui qui contrôle les magazines d'école, il contrôle tout. Mais même chez nous, moi j'ai un copain qui était avec moi à l'époque de Sciences Po et qui a commencé sa carrière au FMI. Et maintenant, il a tout arrêté. Il vit, il est retourné vivre en Afrique du Sud, etc. Il m'a dit, mais tout ce que je faisais au FMI, un peu comme John Perkins, c'était l'inverse de ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais maintenant, ce qu'on apprend à l'école aux étudiants, c'est des choses complètement illogiques. C'est cette espèce de cynisme du ce qui est bon pour nous, même si c'est très mauvais pour nous, pour eux, eh ben c'est génial. Et en réalité, ce que dit la Russie, et c'est pour ça que ça rend fou tous les pays du monde, et la Chine dit pareil, mais peut-être de façon moins claire que la Russie, c'est cette idée de partenariat. C'est-à-dire que la préoccupation des États africains au cours des dernières semaines, c'est est-ce que vous allez continuer à former notre armée? Parce que c'est en Centrafrique, il y a des centaines de formateurs Mhm. qui sont là-bas. Et c'est très important pour les pays de gagner une autonomie militaire, une autonomie alimentaire, une autonomie monétaire, une autonomie de leur information pour reprendre le contrôle de leur destin. Et c'est ce qui n'arrivera pas à l'Ukraine. Personne ne s'intéresse à la capacité de l'Ukraine de reprendre le contrôle de son destin. Parce qu'en Absolument. fait, c'est un pays qui est sous perfusion et qui n'aura pas le contrôle de son destin tel que c'est programmé en ce moment. D'accord. Bien. Alors maintenant, en partant de tout ce background de C'est ce que nous avons, passionnant. c'est passionnant, oui, tout ce background que nous avons évoqué. euh, Emmanuel Macron
a, conf- a émis un vœu, il a fait une demande et il a confirmé son souhait de se voir invité au prochain sommet des BRICS. Et donc, l'intrigante démarche du président français a donc soulevé quelques doutes du côté des BRICS, en particulier à Moscou, où Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a notamment demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses intentions, se demandant si le dirigeant français n'agissait pas comme un cheval de Troie. Et ça fait quelques jours, la diplomatie russe a affirmé que ce n'était pas approprié que le président français assiste à ce sommet. Alors, qu'en pensez-vous? Et cette demande est-elle compatible avec son annonce de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Alors déjà, effectivement, c'est bien de le rappeler, la France soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui est une très mauvaise idée à cause de l'article 5. Je ne vais pas revenir dessus. Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, la Oui, guerre serait immédiate entre tous les pays de l'OTAN et la Russie. Donc très très mauvaise idée. Je ne comprends même pas comment c'est encore sur la table. Première chose. Deuxième chose, euh, dans un schéma normal, entre guillemets, qu'il y ait des personnes qui soient invitées aux BRICS ou que les BRICS décident d'inviter quelqu'un, pourquoi pas? Mais déjà, on ne s'invite pas. C'est pas poli de s'inviter quand on n'est pas sollicité. C'est même très impoli, puisque ça met la personne en situation de refuser de t'avoir. Et donc, c'est toujours cette espèce de système d'inversion accusatoire. C'est vous avez quelque chose à cacher, c'est pour ça que vous ne m'avez pas invité. Mais en réalité, ça dévoile quelque chose d'autre, en fait. Et quelque chose qui est de plus en plus net. C'est-à-dire que Macron apparaît mais très très nettement, pour les gens qui l'observent, comme un président de guerre. En 2017, quand il a été élu, il a remonté les Champs-Élysées dans un command-car. Il était le premier à le faire. Pour le coronavirus, il a utilisé le mot guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. C'est un président qui est tout le temps en guerre. En mars, à Versailles, juste après le début de l'opération spéciale russe, il a réuni tous les pays à Versailles, tous les pays de l'Union européenne et même d'autres pays, mais c'était plus large, puisqu'il y avait des représentants des États-Unis, etc., pour mettre en place la stratégie de sanctions et d'union. Et le mot qui est ressorti de ça, c'était qu'on était en guerre et qu'on allait mettre la Russie à genoux économiquement, etc. Ensuite, c'est lui qui rejoint, et on avait eu ça dans une autre interview en Moldavie, c'est lui qui a été à l'initiative de cette réunion de 47 pays. Et les pays se sont sentis humiliés, ils se sont sentis instrumentalisés, parce que c'était une réunion où il fallait parler de paix, et le seul discours, c'était un discours de guerre. Et donc, on a un président qui était censé être un émissaire de l'Europe et de l'Occident avec Vladimir Poutine pendant tout le mois de janvier-février, et qui est arrivé au point où maintenant le président russe ne veut même plus lui parler, parce qu'il a compris qu'en fait, il voulait surtout gagner du temps, il voulait essayer de manipuler, etc. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, et on le lit à moitié dans ce que dit Maria Zakharova, c'est il pense qu'il est tellement intelligent et qu'il a une capacité de persuasion tellement forte qu'en fait, s'il est mis dans une réunion et qu'il prend les personnes comme il a fait à Hiroshima un par un, et il y a des photos, il y a des discours sur Hiroshima, le dernier sommet du G7 qui le montre, en fait, il a, semble-t-il, au fur et à mesure des années, il est capable de prendre un ascendant sur les chefs d'État qui est extrêmement troublant. C'est difficile d'expliciter ça très rapidement, mais je pense que il y a quelque chose chez lui qui fait que c'est pas très sage de le laisser entre guillemets dans ce genre de réunion parce que il, c'est désolé, hein, j'ai du mal à être très clair, mais il y a quelque chose d'extrêmement malsain, d'accord. d'extrêmement mauvais dans cette volonté d'être en contact physique avec les personnes quand ils ont décidé de se réunir pour gagner en autonomie avec quelqu'un qui ne veut que le chaos et la guerre. Il faut D'accord. savoir juste en deux mots, le chaos qui est en France avec ses retraites, alors que c'est totalement idiot la politique de retraite, à une époque où l'intelligence artificielle, tout le monde dit
que ça va rendre obsolète 70% des travaux des gens et qu'il faudrait même raccourcir, entre guillemets, la durée de travail parce qu'on ne va pas savoir quoi faire aux gens. D'accord. Bien. Alors, l'un des sujets fondamentaux qui seront traités justement lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres qui serait ouverte à tous les autres pays qui voudraient l'utiliser. Alors, ma question, cette monnaie commune des BRICS ne pourrait-elle pas supplanter le franc CFA dans les échanges des pays africains entre eux et avec les autres pays des BRICS? Et ne serait-ce pas ça qui fait courir Emmanuel Macron pour assister à ce sommet? Si, c'est vraiment une des raisons. Alors déjà, il faut dire que les BRICS sont leur banque maintenant. Et d'ailleurs, la patronne de la banque, c'est une ancienne présidente brésilienne, Dilma Rousseff. Et beaucoup de pays des BRICS, grâce à ce système, entre guillemets, et qui pourrait à terme remplacer le SWIFT ou prendre une partie de ce qu'est le SWIFT, hein, le système d'échange Mhm. monétaire international, effectivement, permettrait de fluidifier les échanges entre les pays. Mais ces pays africains dont on parle, leur monnaie, c'est-à-dire l'unité monétaire dont ils disposent, c'est le franc CFA. Donc, de toute façon, pour l'instant, la France, qui a un contrôle, elle aurait un droit de veto pour empêcher ce franc CFA d'être utilisé, entre guillemets, dans les échanges au sein des BRICS. Donc, on a véritablement un enjeu de banque quand on écoute les dirigeants au Mali, etc. Ils savent très bien que pour changer de monnaie, de système d'échange, il va falloir des années, entre guillemets. On avait bien vu pour l'euro, tout ça s'est passé tout doucement. C'est pas comme un claquement de droit. On voit qu'il y a une volonté de beaucoup de pays de sortir de l'hégémonie du dollar, mais la volonté n'est pas tout parce que c'est vraiment tellement omniprésent en tout. Et surtout, en fait, on regarde toujours le côté banque. Mais les assurances, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et les Absolument. assurances sont encore plus contrôlées par l'Occident. Et on a vu que dans la dernière vague de sanctions, c'était en utilisant les assurances qu'il y a eu cette volonté de toucher la Russie en disant, eh ben voilà, on ne pourra plus assurer tous les transports d'énergie russes. Et ce qui bloque toutes les entreprises, tous les pays à acheter. Puisqu'en fait, le système fait qu'on a toujours besoin d'avoir une assurance. Donc les Russes ont proposé d'assurer par eux-mêmes et ce qui est terrible, parce que ça montre à quel point on se tire tout le temps une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'Occident avait des assurances qui étaient considérées comme fiables de tout temps, puisque même un citoyen russe, il pouvait utiliser des systèmes d'assurance occidentaux pour ses voyages, pour tout, et il savait qu'il n'aurait pas de soucis. Et là, maintenant, avec ce système-là, en fait, le doute est créé, et donc il va y avoir des nouveaux marchés qui vont se créer et qui vont partir des mains de l'Occident. Donc l'Occident va perdre dans la monnaie, dans l'assurance, dans la géopolitique, entre guillemets, puisque l'ONU était très largement contrôlée par l'Occident. Mais si les BRICS commencent à créer, entre guillemets, des structures internationales en termes de justice, en termes de décision collégiale, etc., on sent qu'il y a une vraie bascule du monde qui est en train de s'opérer. Et cette optique-là, Monsieur Scholler, une dernière question, nous n'avons plus le temps. Le commerce des hydrocarbures se détourne de plus en plus du dollar. Et les grands producteurs et consommateurs décident de plus en plus d'échanger ou de vendre et d'acheter dans leur monnaie nationale. Est-ce que cela, justement, ne va pas donner euh, un coup d'accélérateur à la dédollarisation auquel les pays des BRICS, mais aussi les pays africains pourraient s'arrimer pour s'émanciper de la domination de cette monnaie? Alors, je pense que En 2 minutes, s'il vous plaît. c'est le souhait, donc cette dollarisation, parce que ce qui s'est passé avec les sanctions donc, contre la Russie ont montré qu'il y avait un vrai danger. Mais il faut savoir que dans tous les pays en question, il y a énormément de milliardaires, d'oligarques, de gens extrêmement puissants qui ont beaucoup de dollars et qui ont des business internationaux. Donc on voit qu'à l'intérieur des pays, même s'ils ont envie d'aller dans cette direction, il y a des mouvements de force très, très
important contre les dirigeants qui pourraient aller là. Donc c'est comme un Mikado en fait, tout est complètement imbriqué. C'est la force du système actuel. Donc ça ira doucement, à part s'il y a un chaos très fort, mais que ne souhaitent pas les Russes, sinon ils auraient déjà déclenché des hostilités beaucoup plus fortes, que ne souhaitent pas les Chinois. Et on peut se demander parfois qu'ont l'air de souhaiter un certain nombre de dirigeants occidentaux. Donc, le dollar euh, a des avantages énormes qui existent, et c'est la raison, mais la surexploitation de cette arme euh, économique fait qu'il faut trouver des alternatives de plus en plus souvent, et dans l'énergie, c'est ce qui va se passer, puisque l'Arabie saoudite est clairement dans cette direction. Et c'était la D'accord, clé. d'accord. Bertrand Scholler, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale du lien dialectique entre la guerre, les marchands d'armes et les politiques de reconstruction qui s'en suivent sous la houlette des oligarchies pompiers pyromanes occidentales. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À bientôt.